Salut et bienvenue dans Face à Pierrot. La première question de la semaine, pas banale, la question est d'Abraham Yaïm. Question par pure curiosité, j'ai vu que vous suiviez mutuellement avec le député Meyer Habib. Est-ce que vous vous connaissez mutuellement? Si oui, lui as-tu parlé depuis son clash avec David Giraud? Écoute Abraham, tu m'as obligé à aller vérifier que je suivais Meyer Habib et qu'il me suivait, parce que j'étais pas au courant. Ça arrive parfois, j'ai vu qu'il y avait des députés de la France Insoumise qui me suivaient et que je suivais, que je suivais Jordan Bardella. J'ai l'impression que parfois mon compte Twitter a sa vie propre, parce que souvent j'ai aussi des gens qui me disent tu m'as bloqué, et je vérifie et il n'y a pas de raison que je les ai bloqués, donc voilà quoi. Donc non, je ne le connais pas, je lui ai jamais parlé. Il m'amuse, il est outrancier, mais il est pas plus outrancier que ceux du camp d'en face. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur le sujet. Neil me dit, avez-vous entendu parler ou regardé la Kings League, compétition avec des streamers, des anonymes et d'anciens joueurs professionnels? Alors non, j'ai pas regardé une seconde et le peu que j'en ai, le peu d'extraits que j'en ai vu sur Twitter me confirme dans mon impression que c'est de la merde, que c'est pas du foot, que c'est une insulte au football, rien que le penalty du président. Enfin bon, enfin après tout, si ça les amuse, moi ça me gêne pas, mais qu'on veuille en faire un truc important, un truc qui va compter, un truc qui a un quelconque intérêt footballistique, non, jamais. C'est vraiment de la merde, quoi. J'ai pas d'autres mots. À la vôtre. Nel encore. Salut Pierrot, bonne moule frite. Oui, j'étais à la plage, mais je mange très rarement des moules frites, à part celle de ma femme. Moule frite. Swiatek semble bien parti pour remporter son 4e Roland-Garros à seulement 23 ans. La vois-tu capable d'en remporter autant que Nadal? La vois-tu devenir la plus grande championne de tous les temps en tennis féminin? Elle est capable d'en remporter beaucoup des Roland-Garros, oui. Sur les autres surfaces, c'est quand même un petit peu plus dur. Vraiment un jeu totalement adapté à la terre, même si elle a failli et qu'elle aurait même pu, voire même dû perdre contre Osaka, qui a d'ailleurs été pour moi le meilleur match du tournoi, tout sexe confondu. Voilà. Après, dire que le jeu de Swiatek me fait rêver, ce serait exagéré. Naël, toujours. Que penses-tu de la probable arrivée de Elsner à Reims? Es-tu satisfait? Quel entraîneur vois-tu pour le remplacer au HAC et lequel préfères-tu? La priorité du club semble Digard. Qu'en penses-tu? Alors, j'ai pas à être satisfait ou pas de la nomination d'Elsner. C'est quelqu'un avec qui j'avais eu un bon contact lorsqu'il était venu au CFC. Il m'agace un peu parce que je trouve qu'il parle énormément sur le banc de touche. Après, il a réussi à maintenir le Havre, ce qui, compte tenu de l'effectif havrais, me semble être la meilleure performance qui pouvait être espérée. Je suis pas certain que ce soit le choix le plus ambitieux du Stade de Reims, mais enfin bon, l'ambition et le Stade de Reims, on sait tous ce qu'il en est. Pour le remplacer au HAC, oui, peut-être Digard qui m'avait fait bonne impression avec Nice, pourquoi pas. Enfin, les entraîneurs, c'est bien, recruter des joueurs, c'est bien aussi. Hein. Pascal me dit, Canal+ récupère l'intégralité de toutes les Coupes d'Europe la saison prochaine. Selon vous, sous quelle forme va-t-elle être diffusée? Plusieurs canaux de chaîne, augmentation, tarif, abonnement. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, ça se saurait. Augmentation du tarif abonnement, pour l'instant, je ne sais pas, je crois pas. Effectivement, il y aura forcément plusieurs canaux en même temps mis en service pour que tous les matchs soient diffusés en même temps. Canal a largement les moyens techniques et humains maintenant, puisqu'ils ont recruté un nouveau commentateur de faire ça. Barthésigno me dit, compagnie au Bayern, un petit avis, ça me semble vraiment pas un bon choix, j'aimerais le tien.
Bah, il avait fait un boulot super à Burnley. Après, bah, il est descendu parce qu'il avait une équipe en carton. Hein. C'est souvent l'exemple que je prends. Arsène Wenger était descendu en Ligue 2 avec Nice, avec Nancy, pardon. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a quand même une très très bonne réputation. Et après, c'est vrai que, et ça m'étonne beaucoup, ça n'a pas été la bagarre pour chez les entraîneurs pour aller sur le banc du Bayern. Peut-être trop d'interventionnisme des anciens joueurs qui ont la langue bien pendue et ramènent souvent leur gueule à tort et à travers. Donc, ouais, écoute, on verra. Il n'en reste pas moins que l'équipe est quand même de très haut niveau. Hein. Nicolas Hammerschmidt me dit, penses-tu que l'absence de Lacazette peut aussi s'expliquer par sa taille? Deschamps a quasiment toujours utilisé des ailiers petits, Valbuena, Ribéry, Coman, Payet, et des avançants très grands, Giroud, Thuram, Benzema. Ça expliquerait aussi les cas de Ben Yedder et Gamero. C'est une explication. À partir du moment où Deschamps choisit d'évoluer avec une pointe fixe type Giroud, je pense effectivement qu'il considère qu'il y a un besoin athlétique auquel Alexandre Lacazette ne répond pas forcément. Donc, et effectivement, Ben Yedder et Gamero étaient aussi dans le même esprit. Après, Thuram et Benzema, bon, ils sont athlétiques, mais enfin, c'est pas non plus des géants, hein, et pas non plus des joueurs d'appui. Guillaume Alicia, vas-tu regarder tous les matchs de l'Euro? Non, pas tous, hein, parce que maintenant, avec ces compètes à rallonge, il va y avoir des matchs en bois, que je vais donc pas m'infliger, ni vous infliger. Et non, je regarderai évidemment l'équipe de France et les très belles affiches, et puis évidemment les matchs à partir du moment des matchs à élimination directe. Tacret 69. Vois-tu Camavinga comme un titulaire en équipe de France au milieu dès ce mois de juin? Bah, ça dépendra de Tchouaméni. Si Tchouaméni est en état de jouer, ça va être compliqué parce que je pense que Rabiot part avec de l'avance par rapport à Camavinga, et puis que la troisième place de toute façon est dévolue à Griezmann. Maintenant, si Tchouaméni a des petits soucis physiques ou n'arrive pas à retrouver un très bon niveau, oui, Camavinga, que j'ai trouvé très bon en finale à Wembley, peut jouer, alors que c'est vrai qu'Eduardo, que j'ai connu en équipe de jeunes à Rennes, ses dernières prestations en équipe de France étaient quand même extrêmement faibles. Donc voilà, mais enfin c'est un jeune joueur qui peut évidemment se reprendre. JM me dit Will Steele, choix logique pour la philosophie de jeu vers l'avant à la Lensoise. Alors déjà deux choses. Le jeu vers l'avant à la Lensoise m'a quand même pas sauté aux yeux avec Francaise, surtout cette saison, où on jouait avec seulement Wai en pointe et deux joueurs de soutien, Sotoka et Pereira da Costa. Je trouve que c'est quand même un petit peu juste pour parler d'un jeu vers l'avant. Will Steele, son jeu vers l'avant avec Reims m'a pas non plus sauté aux yeux. Voilà, c'est un mec qui a de l'aura. Moi, je trouve qu'il a un cigare incommensurable. Après, il a peut-être des raisons d'avoir le cigare. Après, il est évident que passer de Reims à Lens, c'est une promotion, et que ce sera à lui de jouer, et à lui de prouver qu'il peut apporter quelque chose de plus à Lens. Mais bon, passer derrière elle, c'est pas de la tarte quand même. Clem me dit, Nicolas Anelka a subi une énorme pression médiatique quand il était à Madrid, journaliste devant chez lui. Est-ce que tu penses que ce sera la même chose pour Mbappé? Je pense qu'en termes de pression médiatique, Mbappé a pas grand-chose d'autre, pas grand-chose à craindre par rapport à ce qui s'est passé en France. Je pense que le traitement médiatique de Mbappé en France dépasse de très loin le cadre du football, et que peut-être en arrivant au Real, il va redevenir un simple joueur de foot de haut niveau. Et quelque part, ça peut peut-être aussi le servir, et que peut-être que ces moindres faits et gestes vont être moins épiés à Madrid qu'à Paris. Sargeas me dit, Mbappé interroge sur son niveau. Perso, je trouve qu'il est plus massif, voire un peu gras, et il n'est plus capable d'exploser et de mettre le bordel sur son côté à l'image d'un Vinicius.
On le voit plus sur sa vie privée ou soirée. Ton avis, mon Pierrot? Alors, on le voit plus sur sa vie privée. Bon, ça va, on l'a vu à un déjeuner à Cannes, à son dîner d'adieu dans un restaurant à Paris où il était quand même rentré à 11h30. On l'a vu à la soirée des Oscars, on l'a vu on l'a vu au Grand Prix de Monaco. Ça me paraît pas non plus être ça qu'on peut qualifier de vie dissolue. Maintenant, il est plus massif. Bah, c'est sûr qu'il est plus massif à 25 ans qu'à 18. Hein. Ça, c'est l'évolution musculaire de tout être humain et encore plus de sportifs de haut niveau. Je suis pas persuadé qu'il ait perdu son caractère explosif. Je suis surtout persuadé qu'il n'a depuis des semaines pas reçu le moindre ballon dans l'équipe du PSG qui lui permettent de montrer justement ce caractère explosif. Je le rappelle à toutes fins utiles que le dernier ballon en profondeur que Mbappé a eu avec le PSG, c'est sur un dégagement de Ténas contre Toulouse et que ça a fait but. Voilà. Je pense qu'aussi il faut savoir utiliser les qualités de Mbappé, et si c'est pour le faire jouer avant-centre, en remise, ça n'a effectivement aucun intérêt, ni pour lui, ni pour l'équipe. Anatole du 49. En conférence de presse cette semaine, Griezmann a malgré lui jeté un pavé dans la mare concernant le style de jeu des Bleus en disant « c'est chiant à regarder mais ça fait gagner, est-ce une éloge ou un tacle à Deschamps ?» En connaissant Griezmann, c'est plutôt un éloge. Maintenant, ça peut aussi être considéré comme un tacle. Je pense surtout que c'est la vérité et que c'est vrai que finalement que Deschamps joue à 3 éléments offensifs, comme ça a longtemps été le cas, ou 4, comme c'est maintenant le cas depuis pas mal de temps, bah ça change pas grand-chose sur le jeu de l'équipe de France. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est qu'on a un arrière-gauche, Théo Hernandez, qui se projette énormément vers l'avant. Alors évidemment, avec Koundé, c'est pas pareil. Mais oui, c'est une équipe qui, encore une fois, ne prend le moins possible de risques. Honnêtement, au niveau des résultats, entre les 2 finales, un titre de champion, une élimination en 8e au tir au but contre la Suisse, je dirais que le bilan comptable, il est quand même excellent, donc j'espère qu'on continuera à s'emmerder et que l'équipe de France ira très loin. Jean Rigole me dit, dans une saison où aucun joueur ne se dégage réellement, que penses-tu des chances de Mbappé au Ballon d'Or en cas de succès des Bleus à l'Euro? Il porte-tu une quelconque d'importance? Lui, oui. Ah bah c'est sûr que lui, oui, et pratiquement tous les joueurs, oui. Moi, encore une fois, au risque de me répéter, je considère que cette récompense individuelle dans un sport collectif n'a pas de sens, que les dés sont pipés. Moi, je vous dis, encore une fois, j'ai décroché du Ballon d'Or lorsque Nedved l'a eu contre Thierry Henry, parce que pour moi, c'était une injustice flagrante. Et puis, bon, pas mal de Ballons d'Or de Messi, on a l'impression qu'ils étaient auto-attribués avant que ça commence. Donc, qu'est-ce que je pense des chances de Mbappé au Ballon d'Or? Je m'en fous. Il est évident que pour l'instant, Vinicius a pris de l'avance. Après, on peut pas occulter que dans un trophée qui est européen, l'Euro a évidemment énormément plus d'importance qu'une Copa América, et qu'il est évident que si Mbappé venait à remporter l'Euro avec les Bleus et qu'il termine meilleur buteur de la compétition, ça augmenterait beaucoup ses chances. Donc voilà. J'espère que j'arrive à couvrir le bruit des aboiements du chien du voisin.